Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette vidéo hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des mitochondries. Une mitochondrie, c'est un organisme cellulaire qui est entouré d'une double membrane composée chacune d'elles d'une couche de phospholipides et retrouvée dans toutes les cellules de l'organisme. On en retrouve jusqu'à 2000 par cellule et elles sont localisées préférentiellement au niveau des zones cellulaires consommatrices d'ATP. Elles permettent la production d'ATP, de divers cofacteurs métaboliques comme l'NADH et FADH2, et elles sont impliquées dans différents processus tels que la communication, la différenciation, l'apoptose, la régularisation, la régulation du cycle cellulaire. Les mitochondries sont aussi liées à certaines maladies humaines telles que les retards mentaux, les problèmes cardiaques, et elle joue un rôle important dans le processus du vieillissement. Alors bonjour Amine, tout d'abord peux-tu nous expliquer ce que sont les mitochondries et quel est leur rôle? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on a choisi cette thématique des mitochondries, malgré qu'on l'avait traité déjà auparavant, pas dans cette série de vidéos, mais dans une vidéo à part auparavant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les mitochondries et qu'on peut pas tout expliquer sur une vidéo de 20 ou 30 minutes. Donc on avait décidé de faire cette vidéo sur les mitochondries en suivant aussi l'actualité sur la COVID-19 où on a quelques études qui parlent de l'intérêt de travailler sur les mitochondries, l'intérêt de certaines molécules qui ont rapport avec les mitochondries. Et donc, on avait décidé de faire cette vidéo. Donc, la mitochondrie, c'est un organite cellulaire, comme tu l'as expliqué, Cédric, qui sert en réalité à produire de l'énergie. Donc, c'est sa fonction principale, c'est la production énergétique. On peut dire que ce sont les usines de production d'énergie de la cellule. Donc, la cellule obtient jusqu'à 98% de son énergie à partir des mitochondries. Bon, plus ou moins, il y a certaines cellules qui vont, je parle de l'organisme humain, qui vont plutôt avoir leur énergie de d'autres voies métaboliques. On appelle ça des filières énergétiques. Donc, mais reste toujours que la filière énergétique ou la voie métabolique qui donne le plus d'énergie, c'est la voie métabolique standard qui est celle de la mitochondrie. Et donc, à titre d'information aussi, la mitochondrie, c'est un organite, mais qui a une origine bactérienne en réalité. Il y a très très longtemps, des milliards d'années, c'était une bactérie qui pouvait métaboliser l'oxygène, puisque à l'époque l'oxygène était toxique pour la plupart des organismes, et donc ces bactéries-là qui se sont adaptées à l'effet oxydatif de l'oxygène, ben, ils se sont intégrés dans d'autres cellules, et donc il y a eu cette relation en fait bénéfique où ça profite, où la mitochondrie pouvait protéger donc ces mitochondries qui étaient des bactéries qui pouvaient protéger donc les autres cellules contre l'effet toxique de l'oxygène et donner de l'énergie. Et donc les autres cellules aussi qui pouvaient protéger la mitochondrie et lui fournir des nutriments pour pouvoir les utiliser, les oxyder par l'oxygène qu'elle métabolise. Et donc, ça fait une relation gagnant-gagnant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans nos cellules euh, euh, plusieurs milliers ou plusieurs centaines de mitochondries dans chaque cellule. Et donc ça, c'est très, très important, comme on va le voir tout à l'heure durant cette intervention. Donc les mitochondries jouent des rôles importants dans le métabolisme. Ça a des relations, surtout le métabolisme des mitochondries, ça a des relations avec différentes pathologies, notamment des pathologies neurodégénératives, cardiaques, cardiovasculaires, etc. Et tout ce qui est lié au stress oxydatif, on va en parler juste après. Justement, tu nous parles de production d'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, la production d'énergie dans une cellule humaine quelconque, euh, enfin, mis à part quelques exceptions, mais la plupart des cellules humaines ou des cellules des mammifères vont produire de l'énergie, comme on l'a déjà expliqué, à partir des mitochondries, ce qu'on appelle la filière énergétique aérobie.
aérobie en référence à l'oxygène. Donc, les mitochondries vont utiliser l'oxygène pour littéralement brûler les nutriments qu'on va obtenir grâce aux aliments, donc après digestion et absorption intestinale. Donc, ces nutriments vont se retrouver dans le sang et vont être transportés à toutes les cellules, et les cellules ont leur mitochondries propres qui vont donc métaboliser ces nutriments-là. Donc, l'oxygène sert réellement à brûler ces nutriments-là, à les oxyder, comme son nom l'indique, oxygène, pour pouvoir extraire de l'énergie. L'énergie, elle est stockée dans les molécules et notamment les nutriments donc dans certaines liaisons. Donc, les liaisons, on sait que par exemple pour le glucose, on a 6 molécules de carbone. Et donc, les liaisons qu'il y a entre ces molécules de carbone, ou les liaisons qu'il y a entre ces molécules de carbone et d'autres molécules d'hydrogène et d'oxygène, contiennent une certaine énergie. Pas toutes les liaisons, bien entendu. Certaines liaisons contiennent de l'énergie. Et donc, cette énergie-là, en fait, quand on casse le nutriment par un mécanisme qu'on va expliquer, et par l'intermédiaire de l'oxygène, justement, qui est absorbé et stocké dans la mitochondrie. Donc, quand on casse ces nutriments, quand on les brûle, on va obtenir de l'énergie qui sera stockée sous une forme standard, une molécule qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate, donc le fameux ATP très connu. Donc, c'est la forme d'énergie en biologie qui est utilisable immédiatement. Et donc, la mitochondrie, elle a dans ce sens-là deux voies métaboliques ou deux cycles métaboliques. Donc, le premier, et ça se passe toujours au niveau des membranes, hein. Comme tu l'as expliqué, on a deux membranes au niveau de la mitochondrie, une membrane externe, une membrane interne et un espace intermembranaire. Et donc, ça se passe à ce niveau-là en réalité. Donc, on a le fameux cycle de Krebs, qu'on appelle aussi le cycle du citrate ou de l'acide citrique. Donc, dans ce cycle-là, on va accueillir ce qui reste du glucose qu'on a dégradé au niveau du cytoplasme. Donc, pour expliquer, on a une cellule qui a une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, on a le cytoplasme dans lequel nage, c'est principalement de l'eau, dans lequel nagent des organites, okay, et le contenu aussi, les nutriments, etc. Et donc, parmi ces organites, on a les mitochondries. Et donc, quand on a des nutriments qui arrivent à la cellule, ils vont rentrer dans la cellule et se retrouvent dans le cytoplasme. À ce moment-là, par exemple, si on prend l'exemple type d'un substrat énergétique type qui est le glucose, donc ce glucose va être dégradé au niveau du cytoplasme, avant même de rentrer au niveau de la mitochondrie. Cette dégradation s'appelle la glycolyse, c'est une voie métabolique connue. Et donc, une molécule de glucose va donner 2 molécules de pyruvate à la fin de la voie de la glycolyse. Donc, ces molécules de pyruvate, elles vont rentrer majoritairement dans la mitochondrie selon les différentes conditions. Encore une fois, si on a une surcharge des mitochondries et que les mitochondries sont dépassées parce qu'elles reçoivent beaucoup trop de pyruvate, à ce moment-là, une certaine partie du pyruvate va se fermenter dans la cellule et ça va donner de l'acide lactique, le fameux acide lactique ou lactate qui est connu par tous les sportifs, qui donne la fatigue. Donc, c'est la majorité de ce pyruvate qui émane de la dégradation du glucose va rentrer dans la mitochondrie et donc il va intégrer premièrement le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, tout simplement, c'est comme son nom l'indique, c'est un cycle métabolique qui sert, qui a comme fonction métabolique de collecter des électrons. Donc, ça tourne et on collecte des électrons et ces électrons sont stockés dans des molécules qu'on appelle, qui sont des cofacteurs en réalité, et qui vont stocker ces électrons-là. Et tu avais cité au début de ta présentation donc le NADH, qui n'est autre que la forme bioactive de la vitamine B3. Et puis, on a aussi le FADH2. Et aussi, c'est la molécule bioactive de la vitamine B2. Donc, et c'est pour ça quand on étudie la biochimie, donc l'une des bases de biochimie, on dit que une molécule de NADH est équivalente à 3 molécules d'ATP, alors qu'une molécule de FADH2 est équivalente à 2 molécules d'ATP. En réalité, dans le cycle de Krebs, on produit 3 molécules de NADH et une molécule de FADH2. Donc, 3 molécules de NADH. Le NADH, il possède un proton, NAD,
H, un seul proton par molécule, donc 3 protons, donc 3 électrons. Alors que pour le FADH, on a FADH2, on a une molécule qui est produite par tour dans le cycle de Krebs, une FADH2, et là, on a 2 électrons, H2 à la fin. Donc, plutôt deux protons, donc 2 électrons. Et donc, ensuite, on a la dernière voie métabolique qui va servir à transporter ces électrons pour ensuite, vers la fin, donner de l'ATP. Et on appelle ça la chaîne de transport des électrons ou la voie la respiration mitochondriale, ou ça a plusieurs noms. Et donc, dans cette voie-là, c'est très, très important parce que c'est la voie dans laquelle on observe que certains électrons vont se détacher et aller provoquer du stress oxydatif. Je pense ou je suppose qu'on va en parler un peu plus tard. Et donc, c'est aussi une voie très, très importante parce qu'à la fin de cette voie, on va produire de l'ATP grâce à l'oxygène, grâce au passage des protons, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça prend trop de temps. Donc ça, c'est par rapport un petit peu un résumé, par rapport à la production d'énergie par les mitochondries, mais on a aussi 2 autres voies métaboliques ou 2 autres filières énergétiques. J'avais cité rapidement une voie, c'est celle du pyruvate qui se fermente dans le cytoplasme parce qu'il n'y a plus de place au niveau des mitochondries. Donc ça, c'est une autre voie. Ça produit 2 ATP au total. Et une autre voie qui n'a rien à voir du tout avec ni la fermentation en acide lactique, ni la mitochondrie, c'est la voie de la phosphocréatine ou de la créatine phosphate. Ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les mitochondries. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le taux de production d'ATP à partir donc des mitochondries, dans le passage des mitochondries, donc la voie aérobie, est beaucoup plus important que le taux d'ATP produite par la fermentation lactique. Voilà. Ok, merci. Justement, tu en parlais, voilà, puisque les mitochondries contiennent de l'oxygène, inévitablement, ou j'imagine en tout cas, qu'elles ont un rôle à jouer dans le stress oxydatif. Tout à fait, oui. C'est beaucoup plus au niveau de la chaîne de transport des électrons. Donc, après le cycle de Krebs, au niveau du cycle de Krebs, on n'a pas d'électrons ils sont bien reçus, les électrons, et c'est bien conçu. C'est un cycle qui ne permet pas aux électrons de s'échapper, alors qu'au niveau de la voie de transport des électrons, la voie de la respiration mitochondriale, ou qu'on appelle aussi la phosphorylation oxydative, là, on a naturellement 1% ou moins de 1% des électrons qui passent, qui se détachent ou qui ne trouvent pas preneur. Notamment ici, si on veut évoquer le coenzyme Q10, par exemple, le coenzyme Q10 qui fait le lien entre le complexe 1, parce qu'au niveau, au niveau de cette voie-là, on a plusieurs complexes. On a complexe 1, 2, 3, 4 et ensuite 5. Et donc, ces complexes-là, en fait, ils s'envoient des électrons et donc les électrons sont transportés. Au niveau du complexe 1, on a le NADH qui vient se fixer pour donner son électron. Et au niveau du complexe 2, on a le FADH2 qui vient du cycle de Krebs, qui vient donner ces 2 électrons. Et puis, entre le complexe 1, complexe 2 et le complexe 3, on a le coenzyme Q10. Et le coenzyme Q10 fait le lien entre ces 3 complexes. Donc, il donne les électrons du complexe 1 au complexe 3 et il donne les électrons du complexe 2 au complexe 3. Donc, vous imaginez que si on a moins de coenzyme Q10, les électrons vont pas trouver preneur, ou en tout cas pas assez de coenzyme Q10 pour capter ces électrons-là. Et donc, une partie de ces électrons va s'échapper et va aller activer l'oxygène, tout simplement, l'O2 qu'on respire, qui se trouve dans la mitochondrie, dans cette voie-là. Et donc, ça va l'activer, ça devient un radical libre, ce qu'on appelle l'anion superoxyde. L'anion superoxyde, qui est le radical libre primaire, qui est assez dangereux, qui détruit les membranes cellulaires, nucléaires, l'ADN, la mitochondrie. Et donc ça, c'est, on va dire, le rôle ou l'inconvénient des mitochondries, bien que maintenant, il y a un débat dans la littérature scientifique, et ça, on l'observe surtout donc, dans les études faites chez les sportifs, où on a cette polémique, ce débat,
entre scientifiques ou est-ce qu'on devrait maintenant supplémenter en antioxydants pour le sportif, puisque le sportif est beaucoup plus, disons, exposé au stress oxydatif qu'une personne ordinaire en bonne santé apparente qui ne fait pas d'exercice physique intense. Et donc, à ce moment-là, on a les deux hypothèses. On a une hypothèse assez ancienne qui dit que les sportifs doivent se supplémenter en antioxydants et que c'est très important et qu'à n'importe quelle condition, le sportif doit toujours prendre des antioxydants ou même une alimentation riche en antioxydants, etc. Et il y en a d'autres hypothèses, parmi lesquelles une qui émerge depuis un certain temps, qui montre que ce stress oxydatif au niveau de la mitochondrie est extrêmement important pour renforcer les cellules. C'est l'image que tout le monde connaît de l'enfant qui vit dans un environnement cloîtré, hyper stérilisé, etc. Son système immunitaire sera très faible, alors qu'un autre enfant qui vit dehors, qui joue partout, etc., qui n'a pas de restrictions, son système immunitaire sera très renforcé par justement les microbes qu'il rencontre dans son environnement. Et c'est exactement la même chose ici, c'est le même principe quand on a des radicaux libres régulièrement qui sont produits par les mitochondries, bien sûr dans des proportions limitées, mais une certaine quantité de radicaux libres va aider à renforcer justement les membranes, l'ADN, les systèmes de défense antioxydants, etc., etc. Ça, c'est très important à dire, c'est que la mitochondrie produit du stress oxydatif naturellement, mais c'est un stress oxydatif qui, quand il est bien maîtrisé, quand il n'est pas en excès, quand il n'est pas dû à un dysfonctionnement de la mitochondrie ou des systèmes d'antioxydation, est un stress oxydatif extrêmement bénéfique pour le métabolisme. On en revient toujours à ce fameux équilibre, en tout cas. Et effectivement, quand on parle de sport, il y a le sport et le trop de sport pour certains. Donc, est-ce que, enfin, je suppose que ça intervient aussi, que quelqu'un qui va sortir et faire un marathon tous les 2 jours, à l'équivalent d'un marathon tous les 2 jours, a probablement plus de chances de faire dysfonctionner le jeu que quelqu'un qui va courir ses 5 km par jour ou faire son heure de sport par jour gentiment. Tout à fait, c'est exactement cela. Et en réalité, la réponse à la question est-ce que les sportifs doivent prendre des antioxydants ou non, eh ben, c'est toujours le juste milieu en fait. Et c'est le milieu entre les deux hypothèses, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, quand on détecte chez le sportif un état de surentraînement ou le syndrome du surentraînement, à ce moment-là, il est très important de supplémenter en antioxydants, d'enrichir l'alimentation en antioxydants, etc., de booster les défenses immunitaires, etc. On ne fait pas que supplémenter en antioxydants hein, quand on est en surentraînement, mais ça fait partie de la stratégie. Et quand on s'entraîne normalement, quand on est en bonne santé, quand on a des entraînements dans par exemple des mésocycles ordinaires ou des mésocycles de récupération ou même parfois des mésocycles de choc qui sont assez courts d'une semaine, donc là, il est absolument inutile de supplémenter, en tout cas, quand je parle de supplémenter, c'est-à-dire de prendre des compléments alimentaires ou des substances ergogéniques qui permettent d'améliorer donc le statut antioxydant du sportif. Maintenant, bien entendu, l'alimentation doit être équilibrée, doit être riche en aliments riches en antioxydants, surtout des fruits, des légumes, etc. Donc oui, dans ce cas, les antioxydants sont utilisés uniquement lorsqu'on a un surentraînement ou lorsqu'on a des mésocycles ou des blocs d'entraînement qui dépassent une certaine durée, une certaine intensité. Ok, merci pour ce volet plutôt sportif qui m'intéresse au combien, évidemment. Alors, est-ce que tu peux me parler des molécules qui seraient les plus intéressantes pour le bon fonctionnement justement de la mitochondrie? Alors, on a plusieurs molécules. On avait cité certaines tout à l'heure. Mhm. On avait dit le NADH, qui est la forme bioactive de la vitamine B3. On avait parlé du FADH2, qui est la forme bioactive de la vitamine B2.
On avait cité aussi le coenzyme Q10 ou la coenzyme Q10. On a aussi, contrairement à ce que disent certains et que certains pensent, on a aussi le fer qui est extrêmement important pour le fonctionnement de la mitochondrie. On retrouve le fer comme cofacteur dans le cycle de Krebs et ça on avait parlé, expliqué plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Donc c'est un cofacteur d'une enzyme au niveau du cycle de Krebs, donc ça fait tourner le cycle de Krebs. On a aussi le fer qui est cofacteur du complexe 1, du complexe 2, du complexe 3 au niveau de la chaîne de transport des électrons. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que les sportifs prennent du fer pour rester en forme, surtout les coureurs de fond et de demi-fond. Donc tu parlais de marathoniens. Là, je ne connais pas de marathoniens qui ne prennent pas des suppléments de fer. Donc, et ça a un effet réel parce qu'ils sentent ça réellement. Et donc, on a aussi d'autres molécules qu'on peut rajouter, comme par exemple qui n'interviennent pas directement dans la mitochondrie, mais qui ont relation ou rapport avec le coenzyme Q10, dans la mesure où le coenzyme Q10 régénère ces molécules ou vice-versa. Donc, on a la vitamine C, la vitamine E, l'acide alpha-lipoïque et même aussi le glutathion. Donc, ça, c'est très important. Le glutathion, par l'intermédiaire de l'une de ces enzymes, là, la GPX ou la glutathion peroxydase, qui permet de régénérer l'acide alpha-lipoïque, qui lui-même régénère la vitamine C, la vitamine E, et puis la coenzyme Q10. Et donc, ça va aussi dans le sens contraire. Donc, on a toutes ces molécules en fait qui fonctionnent ensemble, et puis on a tout ce qui est antioxydant, puisque la coenzyme Q10, sa principale fonction, c'est l'antioxydation. Il faut aussi bien expliquer que la coenzyme Q10, c'est un antioxydant bien particulier. Ce n'est pas un antioxydant quelconque. La plupart des antioxydants, ou même la totalité, je dirais, des antioxydants, excepté la coenzyme Q10, ne vont agir que lorsqu'il y a radicaux libres. Donc, lorsqu'il y a production de radicaux libres, on va donner des molécules pour justement contrer et neutraliser ces radicaux libres. Alors que pour le coenzyme Q10, c'est tout à fait différent. C'est la prévention des radicaux libres. Quand on a assez de coenzyme Q10, on n'a pas beaucoup d'électrons qui s'échappent et qui deviennent libres, et donc on n'a pas du tout de production, ou en tout cas on réduit la production de l'anion superoxyde. Donc ça, c'est un petit peu le mode de raisonnement. On a des antioxydants qui peuvent être synergiques avec la coenzyme Q10, et puis on a aussi des molécules qu'on retrouve dans la mitochondrie et qui sont essentielles pour le fonctionnement de la mitochondrie, y compris et avec donc le coenzyme Q10. Ok, alors tu parles beaucoup du coenzyme Q10. Est-ce que tu peux nous parler justement du coenzyme Q10 dans le cas du Covid-19? Non, pardon, de la Covid-19, parce qu'on a Oui. changé. Oui, on a changé. À un moment donné, on disait le Covid-19, parce qu'on assimilait ça au coronavirus. Mais maintenant, la Covid-19, on a finalement compris que c'était la maladie en réalité. Je n'oserais pas dire qu'on a compris que c'était féminin, mais je vais me faire des ennemis. Ok. donc, en fait, pour la COVID-19, on avait peut-être abordé un petit peu rapidement tout ce qui concerne donc les fonctions métaboliques, un petit peu l'intervention de la coenzyme Q10 dans la cellule et dans la mitochondrie. Et donc, la COVID-19, en fait, on a récemment quelques études qui sont parues sur l'intérêt de travailler sur la mitochondrie, l'intérêt du coenzyme Q10 dans la COVID-19. Et donc, en réalité, ça agit sur plusieurs endroits. On sait que la coenzyme Q10 est un anti-inflammatoire très, très, très important, puisque c'est un anti-inflammatoire indirect, hein. C'est indirectement, puisque trop de stress oxydatif produit un surplus d'inflammation qui est dû à la destruction des membranes, etc., des molécules, etc. Et donc, la coenzyme Q10 fait qu'on a moins d'inflammation. En tout cas, on le voit, il y a plusieurs études là-dessus. On a moins de marqueurs, on a beaucoup de biomarqueurs d'inflammation, interleukine 6, CRP, etc., TNF-alpha, dont le taux est réduit. Le taux sanguin est réduit par une prise de coenzyme Q10 ou du moins par un niveau suffisant de coenzyme Q10.
Et donc, dans ce sens-là, on sait qu'on a, dans le cas de l'infection au SARS-CoV-2, donc la COVID-19, on a ce qu'on appelle une tempête cytokinique qui est due au dysfonctionnement du système rénine-angiotensine, donc qui règle la tension artérielle et plein d'autres fonctions. Donc le fait de donner du coenzyme Q10, ou du moins pas forcément de supplémenter, mais d'avoir justement un taux suffisant de coenzyme Q10, donc les études montrent que ça aide à renforcer le cœur, l'activité du cœur, surtout aussi l'activité du cerveau, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'implications du SARS-CoV-2, le coronavirus qui va donc passer la barrière hémato-encéphalique et provoquer des dégâts au niveau cérébral, et c'est ce qui apparemment donne ensuite l'arrêt cardio-respiratoire. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé dans la littérature. Et sur ce point-là, on a dernièrement publié une étude sur les effets ou les implications neurologiques du SARS-CoV-2, donc le virus qui donne la COVID-19, et qui n'est pas encore publié, mais qui est accepté, qui sera publié dans les prochains jours. Et donc, c'est très, très important d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien. Et l'une des raisons qui font que les mitochondries peuvent fonctionner bien et qu'on prévienne des dysfonctions mitochondriales, en tout cas selon ce qui est présenté dans la littérature scientifique, c'est bien un apport suffisant et un niveau suffisant de coenzyme Q10. Donc il y a cet axe-là, et puis on a un autre axe qui est le stress oxydatif, bien entendu. Maintenant, il y a suffisamment de littérature scientifique sur le fait que la COVID-19 produit des niveaux très élevés de stress oxydatif, ce qui est tout à fait normal. Si on a une tempête cytokinique, une inflammation trop importante, on a forcément avec du stress oxydatif une élévation, une augmentation du stress oxydatif, un dysfonctionnement des mitochondries, etc. Donc, ça participe dans ce sens-là, donc l'apport en coenzyme Q10. Ok, eh bien, merci pour toutes ces explications. On va clôturer ici pour cette fois-ci. La semaine prochaine, on vous parlera de l'argent colloïdal, si pas changement de programme, évidemment. Et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Et au revoir, Amine. Merci, à très bientôt. Au revoir.